Bonjour à tous, bienvenue en cette matinée pluvieuse et je vois que vous n'êtes pas trop fatigués, donc vous n'avez pas fait trop d'abus hier soir à la soirée. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Nous, on est un petit peu en souffrance, mais on va y arriver. Donc encore une fois, merci infiniment au comité scientifique et effectivement au prestigieux Club Circulation de nous avoir invités à intervenir et notamment à m'inviter à vous parler de mes objectifs hémodynamiques au bloc opératoire. Alors je vous déclare mes liens d'intérêt, j'en ai quelques-uns, mais qui ne devraient pas, je l'espère en tout cas, polluer mon propos. Mon premier objectif, si on devait en retenir peut-être qu'un seul, ce serait celui-ci, c'est d'essayer de ne pas être trop délétère pour le patient et essayer de ne pas nuire au patient. Et c'est peut-être pas exactement un objectif hémodynamique, mais c'est un objectif que j'essaye de m'imposer, et qu'en tout cas je vais vous proposer. Le premier étant donc d'essayer de ne pas exposer les patients à des doses probablement trop importantes de médicaments, et notamment de médicaments hypnotiques, puisque ces doses un peu élevées de médicaments hypnotiques peuvent être responsables d'événements hémodynamiques non souhaités, et éventuellement vous faire décider d'administrer des fluides ou des vasopresseurs. Un exemple de ces études, c'est l'étude ENGAGE, qui n'était pas une étude qui avait vocation à traiter de problématiques hémodynamiques, puisque les patients étaient randomisés pour pouvoir bénéficier ou non d'un monitorage de l'électroencéphalogramme pendant le temps chirurgical, avec comme critère de jugement principal la question était de savoir si ça avait une incidence ou pas sur le délirium en post-opératoire. Bon, il n'y avait pas de différence sur le délirium. En revanche, comme vous pouvez le voir, il y avait des vraies différences sur les temps de bis bas et où les temps, les durées avec des burst suppression entre les deux groupes de patients, et ce qui avait pour effet donc de se manifester par un recours un peu plus important aux vasopresseurs dans le groupe des patients qui n'étaient pas monitorés, et il y avait également un petit signal sur la mortalité. Encore une fois, c'était pas pour ça que cette étude était réalisée, mais probablement que ça doit nous interpeller sur la façon dont on administre nos agents hypnotiques en cours de chirurgie. Une autre étude, qui est l'étude Balanced, qui avait un peu la même philosophie, à savoir on randomise des patients dans des objectifs de bis plutôt bas ou bis plutôt intermédiaire, on va dire. Donc vous voyez, les cibles c'était 35 et 50. Donc anesthésie générale légère ou un peu plus profonde, si on devait résumer ça comme ça, en utilisant des hypnotiques inhalés. Il a regardé ce que ça avait comme impact sur la mortalité à 1 an. Il n'y avait pas d'impact sur la mortalité à 1 an, ce qui est sûrement une bonne nouvelle. Mais il y avait aussi, là, dans ce cas-là, chez les patients qui étaient randomisés pour bénéficier d'une stratégie d'anesthésie générale ciblant un bis bas, donc une anesthésie profonde, des différences par rapport à l'autre groupe de pression, et également, encore une fois, un recours aux médicaments vasoactifs plus important dans un bras que dans l'autre. Et donc raisonnablement, je crois qu'il en va un peu de notre responsabilité de faire un petit peu attention à ce que l'on fait et de ne pas se retrouver à devoir administrer des médicaments, notamment des vasopresseurs, chez un patient qui aurait peut-être juste besoin qu'on allège un petit peu la profondeur de son anesthésie. Donc mon premier objectif serait peut-être de monitorer un petit peu plus systématiquement la profondeur de l'anesthésie au bloc opératoire. Le deuxième objectif, il est plus hémodynamique, c'est de se souvenir que pour pouvoir éviter la survenue d'une dysfonction d'organe, il va falloir qu'on maintienne au niveau de l'organe un certain niveau de pression, de perfusion bien sûr, mais également un certain niveau de débit sanguin, et que les deux sont évidemment extrêmement importants et que l'on ne peut pas s'affranchir de l'un et de l'autre notamment. Et donc il va falloir garantir ça de façon à pouvoir satisfaire aux objectifs en termes de perfusion et de débit au niveau de l'organe. Alors vous le savez, la relation qui lie le débit et la pression est la suivante. La pression artérielle moyenne, c'est le produit du débit cardiaque par les résistances vasculaires systémiques. Et vous comprenez donc que les résistances vasculaires systémiques, notamment, font qu'une pression artérielle moyenne donnée ne va pas vous garantir que le débit cardiaque de votre patient est adapté, et qu'à l'inverse, un débit cardiaque donné ne vous garantira pas non plus que la pression artérielle est adaptée à la situation clinique du patient. Et donc, il va nous falloir assurer et garantir, si possible, que le débit cardiaque est adapté à la situation clinique, bien sûr, mais également que la pression artérielle moyenne, donc la pression qui va permettre la perfusion de l'organe, va être adaptée à la situation clinique et éventuellement au contexte en termes de morbidité de notre patient. Alors on le sait depuis très longtemps, même en chirurgie, même quand il s'agit de la chirurgie réglée, évidemment a fortiori quand il s'agit d'une chirurgie urgente très morbide ou très agressive,
Ce qui va faire le lit de la complication d'organes ou des dysfonctions d'organes en post-opératoire, c'est le développement d'une dette en oxygène et donc des situations cliniques dans lesquelles le transport en oxygène n'est pas adapté finalement aux besoins en oxygène du patient ou en tout cas des organes du patient. Et cette inadéquation qu'il y a entre un transport insuffisant et une consommation en oxygène va être responsable d'une part de la morbidité. Cette relation, vous la connaissez tous, hein, je vous la rappelle peut-être pour les plus jeunes qui sont dans la salle. Donc vous avez en abscisse le transport en oxygène, en ordonnée la consommation en oxygène. Pendant une phase qui est imprévisible en termes de durée, hein, quand le transport en tout cas va chuter, la consommation, comme vous le voyez, va être maintenue par une augmentation de l'extraction en oxygène. Et puis à partir d'un certain point, qui est le point critique du transport en oxygène, il va y avoir une DO2-VO2 dépendance, c'est-à-dire que toute diminution du transport va s'accompagner d'une diminution également de la consommation en oxygène. Je vous ai présenté en bas de la diapositive les formules, notamment la formule de l'équation de Fick pour la consommation en oxygène. Et donc l'enjeu, ça va être d'éviter de passer dans une situation de DO2-VO2 dépendance, puisqu'à chaque fois que le transport va chuter, sinon ça va se traduire par une diminution de la consommation en oxygène. Le transport en oxygène, vous le savez, c'est le produit du contenu artériel par le débit cardiaque. Le contenu artériel est lui-même sous la dépendance de l'hémoglobine et de la saturation notamment. Mais pour jouer sur le débit cardiaque, vous avez deux options. Soit vous jouez sur le contenu artériel en oxygène, donc peut-être on peut décider d'augmenter le taux d'hémoglobine en transfusant, par exemple si le patient a une anémie. Ou alors, le pendant, ça va être de jouer sur le débit cardiaque. Mais in fine, pour pouvoir jouer sur le transport, il n'y a pas 50 options. Soit vous jouez sur l'un, soit vous jouez sur l'autre. Alors le débit cardiaque, ça encore une fois vous connaissez ça par cœur, hein. Il va y avoir, vous savez, une mise à jour des recommandations françaises d'anesthésie-réanimation sur la question, mais le débit cardiaque, il est aujourd'hui recommandé de le surveiller en cours de chirurgie, principalement sur les populations de patients qui sont étiquetés comme étant à risque de complications post-opératoires. Mais on va pouvoir jouer sur l'élément débit cardiaque de différentes façons. Évidemment en jouant sur le retour veineux, en jouant sur la post-charge et éventuellement en jouant sur l'inotropisme. Ce qui est dit dans les recommandations, c'est qu'il faut, vous savez, individualiser son apport de remplissage vasculaire et titrer les apports de fluide chez les patients, de sorte que l'on soit capable de vérifier que toute quantité de fluide que l'on décide d'administrer au patient se traduit objectivement par une amélioration des conditions hémodynamiques, notamment une amélioration du volume d'éjection systolique. Et il n'y a que en surveillant ces paramètres-là que l'on pourra effectivement savoir si, oui ou non, la quantité de soluté que j'administre chez mon patient se traduit objectivement par une amélioration de la situation hémodynamique. Et vous ne pourrez jamais faire ça, en tout cas jamais répondre à la question, sur des éléments de pression artérielle. Même la pression pulsée est un paramètre qui traduit imparfaitement de l'évolution sur le volume d'éjection systolique ou le débit cardiaque. Alors les études, on va pas les revoir tous ensemble, hein, puisqu'il y en a de très nombreuses. Ça, c'est une méta-analyse qui a été publiée de façon semi-récente en 2020, qui a fait le point sur les éléments de morbidité en post-opératoire. Encore une fois, l'enjeu, c'est pas d'essayer de vous convaincre en vous déroulant chacune de ces études, mais croyez-moi, sur les 24 essais randomisés contrôlés qui ont été inclus dans cette méta-analyse, le signal, il est fort, hein, sur le fait que quand on optimise l'hémodynamique des patients en cours d'intervention chirurgicale, ça se traduit par une amélioration du pronostic en post-opératoire, que le pronostic soit de la dysfonction d'organes, pour les études qui se sont intéressées par exemple, au rein, ou pour des éléments plus fonctionnels, moins d'iléus en post-opératoire de chirurgie digestive, une reprise de transit plus rapide et ainsi de suite. Bref, tous les signaux vont toujours un petit peu dans le même sens. Et quand on regarde dans ces études, parmi celles qui ont été retenues en tout cas par les auteurs, qui incluaient un objectif clairement défini de volume d'éjection systolique et ou de débit cardiaque, vous voyez que la quasi-totalité d'entre elles stipulait dans le protocole qu'il fallait à un moment, dans la prise en charge des patients, se fixer un objectif d'optimisation du volume d'éjection et ou du débit cardiaque. Alors pour autant, on peut se poser la question, et c'est vrai que c'est une question qui est légitime, si je décide de faire et uniquement faire finalement du remplissage vasculaire, c'est-à-dire si je décide d'optimiser mon transport artériel en oxygène en faisant des bolis successifs de fluide et que mon patient répond favorablement par une augmentation du débit cardiaque, est-ce qu'in fine ça se traduit, cette augmentation de débit cardiaque induite par du remplissage vasculaire, par une augmentation du transport en oxygène? Et est-ce que cette augmentation elle est bénéfique? Je veux dire par là, est-ce qu'on génère pas dans le même temps un peu d'hémodilution qui pourrait faire en sorte que l'augmentation du débit cardiaque soit compensée par une part d'hémodilution? En fait, c'est possible. En fait, il se peut que ça survienne. Ça a été très joliment montré dans un papier de l'équipe de Jean-Luc Teboul et Xavier Monet au KB. Ils ont pris une population de patients
qui était proposé à une expansion volumique. Donc les patients bénéficiaient tous d'un monitorage du débit cardiaque et les patients étaient qualifiés comme répondeurs sur la base d'une augmentation d'au moins 15% du volume d'éjection systolique et ou du débit cardiaque. Et ensuite, ils regardaient les patients qui étaient pour lesquels ce bolus de fluide positif, encore une fois, se traduisait ou non par un changement sur la consommation en oxygène, vous savez ce dont je vous parlais juste avant, et ils ont, vous voyez, qualifié la population en deux groupes, ceux pour lesquels il y avait une augmentation de la VO2 d'au moins 15%, et ceux pour lesquels la VO2 ne changeait pas. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien avoir une augmentation objective positive sur le débit cardiaque, sans que ça ne se traduise objectivement et obligatoirement par une amélioration au niveau de la VO2. Expliquer comment, ça a été essentiellement expliqué par la survenue d'une hémodilution avec un contenu artériel en oxygène qui était un petit peu moins important dans un cas que dans l'autre. Et donc oui, effectivement, c'est sûrement utile de surveiller le débit cardiaque, mais il faut parfois aussi savoir aller un petit peu plus loin. Et donc un petit peu plus loin, c'est comment on peut faire ça de façon pas trop compliquée. C'est encore une fois en revenir à la physiologie, à la relation consommation. Vous savez que la relation entre la consommation et le transport, c'est l'extraction en oxygène, le paramètre que je vous évoquais tout à l'heure, et ça peut être approché assez simplement et assez fidèlement en faisant une mesure de la saturation veineuse centrale en oxygène, ce qui présuppose évidemment d'avoir un cathéter veineux central, ce que l'on ne fait aujourd'hui plus trop en anesthésie, en tout cas pour de la chirurgie habituellement à régler. Mais en tout cas, on se passe dans ces cas-là d'informations qui peuvent être importantes et intéressantes puisqu'elles traduisent de la relation qu'il y a entre la consommation et le transport en oxygène. Et quand la saturation veineuse centrale en oxygène est basse, vous êtes à peu près certain qu'il y a soit une augmentation de la consommation, et en cours de chirurgie, on peut espérer que le patient il n'a pas trop mal, qu'il n'est pas trop agité, qu'il n'y a pas trop de fièvre. Donc ça veut dire que souvent, quand même, c'est une diminution du transport en oxygène. Évidemment, il y a toutes les situations où la SCVO2 est élevée, et là, la SCVO2 qui est élevée, elle traduit imparfaitement de la normalité de la situation, puisque on peut malgré tout avoir des anomalies, et ça présupposerait d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas vous perdre ce matin. In fine, quand même, quand le transport artériel est bas, vous voyez qu'il y a un certain nombre de situations cliniques qui sont assez communes, et on peut assez simplement, grâce à l'évaluation de ce paramètre assez simple à obtenir, avoir une bonne indication du reflet et de la relation qu'il y a entre le transport et la consommation. Un paramètre c'est un paramètre qui est aujourd'hui aussi utilisé, vous savez, en tout cas proposé, c'est pas recommandé, mais proposé pour guider le recours transfusionnel. Vous savez qu'on a appliqué dans nos stratégies de soins des stratégies plutôt restrictives de transfusion sanguine, ciblant plutôt des hémoglobines aux alentours de 7 grammes par décilitre comme étant le seuil à partir duquel il faudrait probablement transfuser. Et puis au-delà de 9, on estime qu'il n'y a probablement pas de vraie justification à transfuser. Entre les deux, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, entre 7 et 9 grammes par décilitre. Et la SCVO2 peut être un paramètre utilisable pour justement évaluer si oui ou non le patient il pourrait potentiellement bénéficier d'une augmentation du contenu artériel en oxygène via une augmentation de l'hémoglobine grâce à de la transfusion. Je sors un petit peu de la présentation, mais sachez que c'est quelque chose qui existe. Et puis on l'a dit en introduction, le deuxième élément, une fois qu'on a réglé et abordé ces questions de débit, c'est celui de la pression de perfusion. La pression de perfusion, elle est définie par principalement la pression artérielle moyenne, en tout cas c'est le paramètre que l'on évalue assez simplement, mais ça ne dépend pas que de la pression artérielle moyenne, la pression de perfusion de l'organe, et ça tient compte notamment de la pression d'aval, qui est souvent exprimée par la pression veineuse centrale. C'est variable d'un organe à l'autre, c'est vrai par exemple pour le foie, c'est vrai par exemple pour le rein, mais ça ne sera pas forcément vrai pour le cœur et les coronaires notamment, où la pression de perfusion elle est plutôt sous la dépendance de la pression artérielle diastolique et non plus la pression artérielle moyenne. Mais c'est cette différentiel entre les deux qui va être responsable de la pression de perfusion régnant réellement dans l'organe d'intérêt. Alors vous savez, en anesthésie et au bloc opératoire, il y a aujourd'hui des propositions de recommandations qui sont probablement à améliorer, à affiner, elles sont un peu imparfaites, mais à l'étranger, en tout cas pas en France, mais nos collègues proposent de retenir l'idée qu'une pression artérielle moyenne en dessous de 60-70 mm de mercure, donc il y a déjà une petite marge qui est laissée, une place qui est laissée à la personnalisation, mais qu'en dessous de ces valeurs-là, il y a probablement un risque pour les patients, et que le risque il dépend évidemment de la sévérité de l'hypotension. Plus elle va être profonde, plus ça va durer, plus ça va être à risque pour le patient, mais qu'il y a certainement en tout cas une logique à ne pas tolérer des niveaux trop bas de pression artérielle moyenne.
Et donc, si on devait résumer, finalement, et retenir quelques messages de mes objectifs hémodynamiques, c'est un peu tout ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que c'est impossible de vous dire, on peut se contenter finalement que d'un élément, que de la pression, que du débit. On est obligé d'avoir un œil sur tout ça pour être certain, enfin en tout cas pour essayer d'être certain qu'on ne fait pas trop de bêtises. Et de ces éléments diagnostiques-là, vont découler vos propositions thérapeutiques. Dans certains cas, ça sera peut-être administrer des vasopresseurs. Dans d'autres cas, ça sera sûrement d'administrer des fluides. Encore d'autres fois, ça pourrait être d'administrer un concentré globulaire parce qu'objectivement, votre contenu artériel en oxygène est abaissé. Et donc, on va avoir besoin de tout ça pour pouvoir évaluer la situation clinique au quotidien, en se rappelant finalement qu'il y a une interdépendance entre tous ces éléments. Je vous l'ai dit, le débit cardiaque, c'est le produit de la fréquence par le volume, mais ça a une relation également avec la pression, et donc il va falloir maintenir une pression et maintenir un débit, tenir compte de tous ces éléments dans la réflexion pour, encore une fois, proposer le bon traitement au bon patient au bon moment. Et donc le bon moment, c'est quoi? C'est ce qui nous est proposé par certains collègues, notamment Bernd Sogel, qui a proposé cette règle des 5 T, que j'aime bien. Elle est assez simple, assez pragmatique. C'est de dire que l'optimisation au bloc opératoire, notamment cette stratégie d'optimisation hémodynamique, évidemment, il faut la proposer à la population qui en a le plus besoin prioritairement. Donc ça présuppose d'identifier la bonne population. C'est clair que de faire tout ce que je suis en train de vous raconter chez quelqu'un qui vient pour une chirurgie périphérique sous anesthésie loco-régionale, ça n'a probablement pas beaucoup de sens. En revanche, Emmanuel qui va nous parler de chirurgie hépatique après, sûrement qu'un certain nombre de ces patients va avoir besoin qu'on y passe un petit peu plus de temps. Le timing, c'est toujours mieux de l'imaginer le plus tôt possible. Et donc, une fois qu'on a identifié la bonne population, le bon patient pour cette stratégie, il faut la débuter dès le départ, donc dès le début de l'intervention chirurgicale. Il faudra se poser la question des types de traitements qu'on va, encore une fois, administrer. Est-ce que c'est plutôt du fluide? Est-ce que c'est plutôt du vasopresseur? Est-ce que c'est plutôt ceci? Est-ce que c'est plutôt cela? Alors, il y a deux options. C'est soit on le fait un peu au doigt mouillé, soit on le fait de façon un peu objective en monitorant les choses. Et enfin, donc, se fixer des objectifs thérapeutiques qui doivent être, de mon point de vue, en tout cas, totalement personnalisés. C'est pas possible d'imaginer que Monsieur X et Madame Y vont avoir besoin de la même cible de pression artérielle. C'est pas possible d'imaginer qu'ils vont avoir besoin du même débit cardiaque, ainsi de suite. Et donc, il faut personnaliser nos prises en charge hémodynamiques au bloc opératoire. Et je vous remercie pour votre attention.